Bonjour à toutes et tous. Nous allons débuter ce webinaire Bio-Occitanie, le deuxième webinaire de l'ARB, le premier ayant porté sur le SINP. Vous pouvez en retrouver effectivement donc, le replay de ce premier webinaire sur le site internet de l'ARB sur la page actualité. Et donc aujourd'hui, nous allons vous présenter l'outil développé par la région, l'outil Bio-Occitanie. Donc, compte tenu du nombre de participants, nous sommes déjà plus de 110. Comme vous avez pu le remarquer, vos caméras et micros sont coupés. Mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant la visioconférence. Celles-ci seront synthétisées et relayées ensuite pendant les moments, pendant les temps réservés aux questions. Je vais me présenter rapidement. Donc, Julie Bertrou, je travaille à l'ARB et je vais animer ce webinaire avec Pierre Bieuzen, mon collègue que vous voyez certainement à l'écran. Bonjour. Voilà, je ne vais pas faire trop long. Je vais rapidement passer la parole du coup à nos intervenants. Il y en aura 3 aujourd'hui. Donc Sébastien Guibert, chargé de mission biodiversité à la région, qui nous présentera la genèse de l'outil Bio-Occitanie. Ensuite, Manon Krébert, qui est chef de projet informatique et qui nous présentera plus de façon pratique l'utilisation de cet outil Bio-Occitanie. Et après un temps de questions, nous aurons l'intervention de Corinne Rouybord, qui est conseillère municipale co-déléguée à l'environnement sur la commune de Saint-Genès-de-Maloire et qui nous fera un retour utilisateur. Alors peut-être par téléphone parce que nous avons un petit souci technique avec Corinne par rapport à l'accès au micro. Nous allons essayer de résoudre ça d'ici son intervention. Voilà, donc je laisse la main à la région et la parole à Sébastien. Oui, merci, bonjour. Donc Sébastien Guibert, je suis chargé de mission biodiversité et aménagement à la région Occitanie et je vais vous présenter un petit peu pourquoi cet outil, pour qui et globalement comment est-ce qu'il a été mis en œuvre. Donc, si on peut passer à la diapo d'après, donc globalement, je ne vous apprends rien, on a un territoire qui est attractif, on a les récents chiffres démographiques qui ont mis en avant qu'on avait plus de 6 millions d'habitants, on était la 4e région de France en termes de population. Cette croissance ne tarit pas, puisqu'on a en gros 50 000 habitants en plus par an. Et on sait aussi que l'artificialisation des sols est considérée comme la principale cause d'érosion de la biodiversité avant même le changement climatique. En parallèle de ça, on a un patrimoine naturel exceptionnel. L'Occitanie accueille une biodiversité qui est riche, avec des enjeux qui, comme à l'échelle mondiale, sont des enjeux de conservation et de restauration de cette dernière. L'Occitanie est au carrefour de 3 grands domaines climatiques qui sont montagnards, océaniques et méditerranéens, qui offrent un intérêt patrimonial à l'échelle française et mondiale. On est considéré comme un point chaud ou hotspot de la biodiversité ordinaire protégée et globalement, on a en moyenne environ 215 espèces et une centaine d'habitats d'intérêt européen au niveau de la région. Tout ça fait que nous sommes conscients du rôle stratégique en matière de prise en compte de cette biodiversité au niveau de la région Occitanie et des pressions également qui s'exercent dessus. La région a agi et a su développer du coup des partenariats constructifs avec les acteurs de la biodiversité, mais pas seulement, afin notamment d'engager une feuille de route collective qui est la stratégie régionale de la biodiversité. Et cet outil Bio-Occitanie s'intègre du coup dans le défi 1 de cette SRB, donc de la stratégie régionale pour la biodiversité. Si on repart du début pour Bio-Occitanie, donc la région a été lauréate d'un PIA. Donc qu'est-ce qu'un PIA? C'est un programme d'investissement d'avenir qui a été créé par l'État en 2010 afin de stimuler l'innovation et l'investissement en France. Bio-Occitanie s'intègre dans l'appel à projet intitulé Site pilote pour la reconquête de la biodiversité. Et globalement, c'est un projet sur une durée de 3 ans qui a été engagé en septembre 2018. Covid oblige, on a eu une petite extension du programme sur toute l'année 2022 et on a un financement à 60% de la part de l'ADEME. À l'échelle régionale, Bio-Occitanie s'intègre également dans le projet d'élaboration du SRADET et notamment la démarche Occitanie 2040, et se présenter du coup comme un outil opérationnel de prise en compte des fonctions écologiques du territoire régional. Donc c'est un projet qui a été engagé en mode agile. Donc le mode agile, ça permet de développer en fait un outil en prenant en compte les attentes et les retours des utilisateurs
Globalement, on a des phases de développement qu'on appelle des phases de sprint design, donc sur 3 mois environ. Et ça, c'est entrecoupé de phases de test auprès d'un panel qui était constitué d'environ 60 personnes, qui a été mobilisé du coup tout au long du processus de création, avec l'idée que on avait du coup ce sprint design, le développement de l'outil, on le faisait tester, et en fonction des retours et des attentes des personnes du panel, il y avait de nouveau 3 mois de sprint design qui étaient engagés, soit pour améliorer quelque chose qui avait été créé, soit pour du coup proposer un nouveau système. Donc là, l'objectif, c'était bien de construire un outil qui puisse répondre au mieux aux attentes des publics cibles. Donc, au niveau des attentes pour l'outil, les attentes affichées, c'était centraliser le maximum d'informations. C'était également informer et orienter les porteurs de projets vers une prise en compte le plus en amont possible des enjeux de biodiversité. C'était rendre l'information également accessible à tous, établir un diagnostic projetable à plusieurs échelles, et puis également exploiter et conserver les acquis des 2 SRCE, donc les SRCE, les schémas régionaux de cohérence écologique. Quand on parle de support multi-acteurs, c'était une des attentes de Bexley, c'était bien de pouvoir du coup parler au plus grand nombre et pas seulement à une seule partie des acteurs, comme c'est souvent le cas. L'idée, c'était de retrouver, retrouver en fait dans le panel d'utilisateurs, parce qu'ils en avaient mis un panel qui était très hétéroclite, afin de vraiment coller aux attentes du plus grand nombre. Et finalement, on a un outil Bioxydénie qui va pouvoir à la fois parler aux acteurs de l'aménagement, mais également de la planification, de la biodiversité, des collectivités, et puis également des élus qui pourraient être intéressés par l'utilisation de cet outil-là. Donc Bioxydénie va permettre quoi? Il va permettre d'avoir une première vision de la biodiversité qui est présente sur un site ou sur un secteur donné. Il ne remplace en aucun cas des inventaires terrain, et ça, vous allez le voir, on va insister très régulièrement sur ce point-là, mais qui est essentiel, puisque Bioxydénie va utiliser des données du SIMP, donc du système d'information nature et paysage. Ces données-là ne sont pas exhaustives, donc potentiellement, il y a des secteurs où il n'y aura pas de données, mais ça ne signifie en aucun cas qu'il n'y a pas d'espèces, de l'habitat. C'est juste que sur ce secteur-là, au moment donné où vous allez utiliser Bioxydénie, il n'y a pas d'informations précises. Voilà. Bioxydénie aussi ne recense que des données et informations en lien avec la biodiversité, et ça se veut un outil de connaissance. Alors quand on parle de connaissance, c'est que au-delà de la simple information des espèces présentes sur le site que vous avez identifié, il y a également la volonté de pouvoir aller plus loin, et donc de faire des liens avec des sites, notamment le site de l'INPN, pour pouvoir vraiment présenter globalement les enjeux des espèces ou des espaces qui sont identifiés, et d'informer au mieux les acteurs, qui sont souvent des acteurs qui ne sont pas forcément des experts, et qui ont besoin du coup de cette source d'information complémentaire. Si tu passes juste après, voilà, donc un outil innovant parce qu'il centralise les données espace et espèces sur un seul et même outil. Il permet ainsi d'identifier les enjeux écologiques et de biodiversité sur une zone géographique qui est donnée. Elle permet également de simuler des projets, soit en dessinant, vous le verrez tout à l'heure avec l'exemple de Manon, mais soit en dessinant directement sur la carte, ou bien en important des emprises de projets que vous auriez déjà dans votre base de données. Et elle permet également de comparer des scénarios au regard des enjeux espace et espèces d'un site donné. Les résultats qui vous seront fournis sont accompagnés de graphiques pour faciliter la lecture. Et puis, j'aurais tendance à dire que un outil innovant aussi, notre innovation, c'est peut-être la simplicité et la facilité de prise en main de Bioxydénie, qui permet du coup à chacun très rapidement de pouvoir se l'approprier et de pouvoir faire ses propres recherches. Voilà, et moi je pense que je vais laisser la parole à Manon. Merci Sébastien. Donc je vais prendre le relais. Et donc après je vais donc vous faire une présentation de l'outil, et je vous propose après cette présentation de l'outil qu'on réponde aux différentes questions que je peux voir qui ont commencé à être posées dans le chat. Alors je vais vous ouvrir Bioxydénie. Voilà. Est-ce que je peux juste avoir validation qu'on voit bien de la part de Julie, Pierre ou Seb? Oui, c'est parfait. Oui, c'est bon. Super, merci bien. Donc, quand on arrive sur Bioxydénie, donc pour dessiner des emprises
ou pour télécharger les emprises, on a donc besoin de se connecter. Donc on peut se connecter via ce bouton ou via celui-ci. Donc ici, j'arrive sur la page de mon compte particulier. Donc mon compte particulier, c'est la gestion des identités régionales qui permet de se connecter à plusieurs outils ou plusieurs sites proposés par la région avec un seul et même compte. Et donc, par exemple, avec mon compte particulier, vous pouvez vous connecter aussi au site de la région citoyenne. Et pour information, on a un autre outil dans le même qui fait partie du même PIA que ce qu'on est en train de vous présenter actuellement, mais qui sera plutôt pour les particuliers et qui permettra, enfin, et en tout cas, le compte de mon compte particulier permettra aussi de se connecter dessus. Donc le but, voilà, c'est de ne pas multiplier les comptes et de pouvoir utiliser un seul et même compte pour pouvoir se connecter aux différents sites de la région. Donc là, je vais me connecter avec le mien. Donc me voilà connectée sur Bioccitanie. Donc à partir du moment où j'ai ma connexion, j'ai un message d'avertissement qui s'affiche et qui nous rappelle rapidement ce qu'est Bioccitanie, donc qui est un outil qui permet de réaliser des simulations d'impact d'un projet sur la biodiversité. Et on a 2 messages d'avertissement, un qui rappelle que l'outil est informatif non exhaustif et qu'il ne se substitue pas aux obligations légales de réalisation d'études environnementales. Donc pour pouvoir accéder au site, je clique sur J'ai compris. J'arrive donc ici sur mon compte Bioccitanie. Donc comme vous pouvez le voir, on est donc sur une carte qui est interactive. J'ai ici donc quelques fonctionnalités de carte, de zoom et de changement de fond de carte. Je vous montrerai quand on aura zoomé pour faire un test. Et je retrouve ici mes projets que j'ai déjà réalisés. Donc ici, j'avais déjà réalisé un projet précédemment, donc je le retrouve là. Et je peux, en cliquant dessus, aller le consulter. On a aussi la possibilité d'utiliser un guide interactif, donc qu'on a créé de façon à simplifier les premières utilisations de l'outil. Donc là, on va utiliser, je vous propose qu'on utilise le guide de façon à ce que ce soit vraiment simple de compréhension, mais vous allez voir que Bioccitanie est un outil qu'on a voulu vraiment simple et vraiment ludique, de façon à ce que tout le monde puisse se l'approprier. Donc, on va passer par le guide. Donc, c'est un guide qui se réalise en 5 étapes. Donc, ma première étape va être de choisir le lieu où je souhaite m'intéresser à la biodiversité. Donc là, on va aller sur la commune de Beauvoisin. Donc ici, je retrouve donc ma commune. Donc ma deuxième étape va être donc de passer à la création de mon projet. Donc je clique sur Nouveau projet. Ici, troisième étape, de saisir des informations de mon projet. Donc ici, on va noter projet urbain, par exemple. Je crée mon nouveau projet. Ici, donc, j'arrive à ma quatrième étape, qui va être donc soit de me déplacer sur la carte en zoomant et ensuite de tracer les limites de mon emprise, ou alors je peux directement importer des emprises. Donc là, je vais dessiner une emprise. Donc, je vais zoomer sur Beauvoisin. Et donc, moi, je m'intéresse à cette partie-là pour un potentiel projet de construction. Donc, je vais dessiner mon emprise de suite. Voilà, mon emprise a été dessinée et donc ma dernière étape va être de saisir un titre à mon scénario et de lancer l'analyse. Donc là, je vais laisser le titre qui est actuellement scénario A et je vais lancer mon analyse. Donc à partir du moment où j'ai lancé mon analyse, j'arrive donc sur la page des résultats du scénario. Donc ici, je retrouve le nom de mon scénario. À droite, je vais retrouver le nom du projet dont le scénario fait partie. Et ici, on a quelques informations, notamment donc un rappel que Bioccitanie ne se substitue pas aux obligations légales de réalisation d'études. On rappelle aussi que l'absence de données ne signifie pas l'absence d'enjeux, et d'autant plus pour les espèces, mais on y reviendra un petit peu après.
Et enfin, que si l'on souhaite plus d'informations, il faut prendre contact auprès de la DREAL, puisque, comme le disait Sébastien un peu plus tôt, avec Bioxénie, nous nous plaçons en amont des préliagues. Et donc, le but, ce n'est pas du tout de prendre de prendre ce qu'on trouve sur Bioxytanie pour de la donner et de partir là-dessus pour ces projets, mais bien en tout cas d'avoir une première idée de la biodiversité que l'on peut retrouver sur un territoire. Donc ici, ma page de résultats a donc chargé. Donc ici, je retrouve quelques informations concernant mon scénario. Donc je retrouve mon emprise dessinée sur ma carte. J'ai ici la superficie du scénario ainsi que la dernière date d'analyse à laquelle elle a été réalisée. Et j'ai donc ici, comme je vous le disais, mon emprise, mais j'ai aussi mon emprise étendue, puisque si je dézoome un peu, je retrouve ici donc l'emprise étendue qui équivaut à l'emprise et à 2 km de zone tampon. Donc c'est un choix qui a été fait notamment par rapport à, comme vous avez pu constater, en fait, on peut dessiner de très petites emprises sur Bioxytanie. Et donc on a décidé de créer cette zone tampon qui permet d'avoir eh bien, de la donnée qu'on retrouve aux alentours, puisque évidemment, et notamment avec les espèces qui se déplacent, la donnée sur quelques mètres carrés peut potentiellement être un peu faussée. Donc on a décidé de faire cette zone tampon pour pallier à cette problématique. Et donc ici, on retrouve plusieurs boutons. Un pour télécharger le scénario. Donc là, par exemple, je vais vous montrer sur un autre scénario, parce qu'ici, on n'a pas trop d'informations. Je vous montrerai sur le scénario suivant. Mais en gros, on peut télécharger au format PDF ou au format PNG l'ensemble des informations qu'on retrouve ici. Je peux aussi modifier mon scénario qui me fait... donc je me retrouve sur ma page de dessin. Ça me permet, si je clique ici par exemple, de pouvoir modifier mon scénario à ma guise. Je vais revenir dessus. Et enfin, bien sûr, je peux donc le supprimer. Et je vous présenterai par la suite, mais nous avons donc créé des fonctionnalités qui permettent de comparer en fait plusieurs scénarios. Et donc, si je descends ici, je retrouve donc les informations biodiversité sur mon emprise, donc qui sont divisées en 2 catégories, les enjeux sur les espaces et les enjeux sur les espèces. Donc, concernant les enjeux espaces, nous avons divisé les espaces en 3 cartes. Donc, nous retrouvons les espaces protégés. Donc, si je clique ici, je vais retrouver plus d'informations. Donc, comme vous avez pu le voir, en première information, on a donc le pourcentage de territoire qui se trouve en espace protégé, donc sur notre emprise, ainsi que le nombre d'espaces protégés sur lequel nous avons dessiné notre emprise, plus l'emprise étendue. Et donc ici, donc on retrouve de l'information un petit peu plus détaillée. Donc Sébastien en parlait un peu plus tôt. On a décidé de proposer en fait de l'information sur cet outil, c'est-à-dire que donc avec des définitions notamment, mais aussi des liens vers l'INPN. Par exemple là, si je clique sur espace protégé, eh bien j'arrive sur la page INPN des espaces protégés, ce qui me permet de m'informer concernant ce type d'espace. J'ai donc ici aussi une définition des espaces protégés. Et ensuite ici, je vais trouver donc les informations que je retrouve sur l'emprise que j'ai dessinée. Donc là, on voit que sur l'emprise, il n'y a pas d'espace protégé. Par contre, si je clique sur l'onglet emprise étendue, je vais retrouver l'information qui s'y trouve. Et donc là, par exemple, je vois que je suis sur une ZPS. Et donc, si je clique sur zone de protection spéciale, pardon, je vais retrouver aussi une pop-up avec de l'information sur qu'est-ce qu'une ZPS. Et si je clique sur le nom de la zone, voilà, j'arrive directement donc sur la page de la zone qui est identifiée. Donc ça permet toujours plus d'informations et de connaissances sur son territoire. Donc voilà pour les espaces protégés. On retrouve la même information pour les trames vertes et bleues. Donc toujours avec des liens cliquables, avec des pop-up, etc. Et de même pour donc les espaces d'intérêt écologique. Donc voilà en ce qui concerne les espaces donc sur la première version de l'outil Bioxytanie. Sur la version 2 que l'on souhaite réaliser
prochainement, on aimerait aussi faire apparaître les zones de compensation. Donc pour l'instant, on a ces 3 cartes, mais ça tend à évoluer. Donc voilà pour les espaces. Et ensuite, en ce qui concerne donc les enjeux sur les espèces, donc comme vous pouvez le voir, on a un message d'alerte qui rappelle bien donc que les résultats qu'on obtient sur Bioccitanie dépendent des inventaires réalisés sur le terrain. Et donc de ce fait, l'information que l'on retrouve dans Bioccitanie n'est pas exhaustive et elle est fournie à titre indicatif. Et donc ici, on retrouve 4 cartes. Une qui correspond aux inventaires. Donc si je la déroule, donc j'ai une définition des inventaires. Et ici, je retrouve donc le nombre de jours d'inventaire réalisés sur mon emprise étendue. Et la même donnée, mais cette fois sur les 3 dernières années. Puisque la donnée sur les espèces qui date de plus de 3 ans n'est plus vraiment une donnée fiable. Donc, nous, on a décidé voilà, de mettre en avant aussi la donnée des inventaires des 3 dernières années. Ensuite, concernant donc les différentes catégories d'espèces, on en retrouve 3. On a donc les espèces à enjeu. Donc ici, tout comme pour les espaces, on a donc une définition de qu'est-ce que les espèces à enjeu. Et ensuite, on retrouve donc l'information qui est donc divisée en fonction des différents groupes taxonomiques. Donc là, par exemple, je vois que j'ai 7 mammifères qui correspondent à des espèces à enjeu sur mon emprise étendue. Et donc, si je clique, donc je retrouve, tout comme pour les espaces, un onglet emprise et un onglet emprise étendue, avec donc le nom de l'espèce, le nom vernaculaire, le nom latin, le statut de conservation qui correspond au statut régional s'il existe un statut régional, au statut national s'il n'y a pas de statut régional, et s'il n'y a ni statut régional ni statut national, c'est le statut européen. Et enfin, la dernière année d'inventaire, qui permet donc de savoir si on est sur une espèce qui a été inventoriée récemment ou non. Et je reviendrai un petit peu plus là-dessus par la suite. Et donc on retrouve la même chose pour les espèces exotiques envahissantes et pour les autres espèces inventoriées qui correspondent en fait aux espèces qui ne sont ni des espèces exotiques envahissantes ni des espèces à enjeu. Et donc la donnée sur les espèces, parce qu'il me semble avoir vu la question à te poser, donc l'ensemble de l'information sur les espèces donc, et de la donnée qui nous vient du SINP. Sébastien, il me semble, on a parlé un petit peu plus tôt. On reviendra aussi dessus par la suite. Donc voilà concernant la façon de visualiser les scénarios. Donc comme je vous disais, on peut créer plusieurs scénarios pour un même projet. Donc là, je vais créer un deuxième scénario, mais cette fois, plutôt que de le dessiner, je vais importer mon emprise. Donc en fait, le but de pouvoir importer une emprise, c'est que si vous avez déjà travaillé sur l'emprise avec un logiciel cartographique, plutôt que de la dessiner, eh bien, vous pouvez directement l'importer. Donc là, je vais importer mon zip. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est assez simple, hein, il suffit de mettre en zip les fichiers carto, de mettre à cette projection et c'est tout bon. Donc là, je vais importer mon zip. Hop, donc il s'affiche ici. Si je dézoome un petit peu, hop, on retrouve donc mon premier scénario qui est juste là. Donc j'ai la possibilité de le faire disparaître de ma carte ou de le faire apparaître. Voilà, donc là j'ai une vue d'ensemble sur mes deux emprises. Et donc je vais lancer mon analyse. Et donc là, comme pour le scénario A, donc il va me calculer les résultats du scénario et me calculer les résultats pour l'emprise étendue. Et donc après, je vous présenterai la dernière fonctionnalité et qui est en fait la fonctionnalité qui permet de comparer ces différents scénarios. Donc voilà, donc j'ai mes résultats qui s'affichent. Fonctionnalité que je ne vous avais pas montrée précédemment, on peut afficher les différents espaces sur notre carte. Donc ici, donc là par exemple, je vois que je suis à 100% sur des espaces protégés. Et si je vais donc sur le petit i et que je clique sur espace protégé,
je vais avoir mes espaces qui vont s'afficher sur la carte, ce qui me permet de savoir où les espaces protégés se situent. Et donc, je peux afficher voilà, de même les trames vertes et bleues et les espaces d'intérêt écologique. Voilà, désolé, c'est un petit peu long au téléchargement, mais en tout cas, voilà, ça permet de les voir apparaître directement sur la carte. Je crois que j'ai fait le tour à ce niveau-là. Et donc, en ce qui concerne la comparaison des scénarios, donc on peut comparer de 2 à 6 scénarios. Donc là, je vais vous montrer cette fonctionnalité. Donc là, je choisis mes 2 scénarios à comparer. Je clique sur comparer mes scénarios. Et donc là, j'arrive donc sur ma page de comparaison. Donc on retrouve toujours les informations qu'on a sur les pages de résultats. C'est une page qui est aussi téléchargeable. Je vous remontrerai après la page téléchargeable pour un seul résultat parce que j'ai oublié de le faire. Et donc ici, je vais retrouver donc l'ensemble des informations de mes scénarios et donc qui sont mises les unes à côté des autres de façon à pouvoir les comparer au mieux avec, comme le disait Sébastien, une présentation un petit peu plus visuelle avec des graphiques qui permet de mieux se rendre compte des différents enjeux en fonction des scénarios que j'ai pu dessiner. Donc voilà, donc ici par exemple, potentiellement on se rend compte qu'on a beaucoup plus d'enjeux sur notre scénario B que sur notre scénario A. Et donc de même que pour les espaces, on a donc cette même information pour les espèces, donc avec les informations qui sont les unes à côté des autres. Et on a aussi donc un graphique pour les inventaires et pour les espèces qu'on retrouve sur nos emprises. Et là, par exemple, on pourrait se dire qu'on a plus d'enjeux sur le scénario B que sur le scénario A, mais il faut bien prendre en compte, et c'est là toute la subtilité aussi de la donnée espèce et de Bioccitanie. On se rend compte qu'il n'y a pas d'inventaire qui a été réalisé sur le scénario A, donc il faudra peut-être être encore plus vigilant sur cette emprise, puisque en réalité, on n'a pas d'informations sur la donnée espèce qui s'y trouve. Donc voilà concernant les comparaisons. Donc là, je peux vous montrer rapidement si donc je télécharge mes comparaisons au format PDF. Voilà, donc ça me télécharge donc 2 pages, une pour les enjeux sur les espaces et une pour les enjeux sur les espèces. Donc c'est vraiment exactement la même chose. Et si je retourne à mes résultats et que je suis par exemple sur mon scénario B, je peux donc, comme je vous disais, les télécharger. Et donc là, je vais retrouver l'ensemble de l'information que j'ai donc sur cette emprise, avec donc les noms des différents espaces, mais aussi les noms, les statuts de conservation et les années d'inventaire les plus récentes pour les espèces que je retrouve sur mon emprise. Pour les emprises étendues, on ne retrouve que le nombre d'espèces. Donc voilà en ce qui concerne les pages qui sont téléchargeables. Et il me semble que j'ai fait le tour de l'ensemble des fonctionnalités. Si Sébastien ou Pierre, vous souhaitez ajouter quelque chose, mais je pense que j'ai fait le tour. Et je retrouve donc, je peux terminer là-dessus, je retrouve donc le projet que je viens de réaliser juste ici. Et donc voilà, je peux revenir dessus à ma guise si besoin. Et cette information, voilà, tant que je suis connectée, cette information reste donc via mon compte que je me suis créé avec mon compte particulier. Alors, on a beaucoup de questions sur le chat, donc je vais essayer de faire par grappe. Je vais vous en poser quelques-unes et puis voilà, que vous puissiez y répondre au fur et à mesure, parce qu'on en a au moins une quinzaine. Alors déjà, la première question qui a intervenu dans le chat, c'était de savoir si dans les utilisateurs qui avaient été mobilisés, il y avait les agriculteurs qui avaient été interrogés. Est-ce que... Alors, il me semble que dans le panel, il n'y avait pas d'agriculteurs. Il me semble que les agriculteurs n'avaient pas été ciblés comme des utilisateurs potentiels de l'outil. Pardon, juste Manon, peut-être que tu peux départager ton écran.
Ah, oui, c'est parce que c'est pas le... Oui, c'était pas du bon côté, c'était sûr. Et par contre, si je peux ajouter quelque chose par rapport à ça, comme donc Sébastien l'expliquait plus tôt, le but c'est vraiment de créer un outil. Donc, enfin, l'outil a été co-construit avec donc ce panel. Nous, le but c'est pas de nous arrêter là, mais bien de continuer à le développer et toujours donc en UX design, donc en plaçant l'utilisateur au centre du développement. Et, et donc, en fait, si on a si on voit qu'on a un intérêt de la part des agriculteurs pour Bioccitanie, ben en fait, n'hésitez pas à nous recontacter derrière pour qu'on puisse en fait vous ajouter au panel. C'est vraiment tout l'intérêt de l'outil. Alors, il y avait d'autres questions. Une question notamment pour savoir si le compte particulier aurait les mêmes fonctionnalités que le compte élu. Donc, j'imagine en fonction de qui on est, est-ce qu'on aura les mêmes fonctionnalités? Et il y avait aussi une question sur le contact de l'Adréal qui est affiché et de se demander si c'est le seul contact qui serait affiché. Éventuellement, est-ce qu'il y aurait un lien vers l'annuaire des gestionnaires d'espaces naturels, notamment? Alors, concernant mon compte particulier, je pense que je répondrai plus tard parce que c'est une fonctionnalité qu'on vient juste de mettre en route. Et en fait, mon compte particulier est en fait un outil qui est déjà de base encore en plein développement. Et donc, je pense qu'il va y avoir plein de choses qui vont se faire, notamment en effet par rapport au compte élu. Donc, pour l'instant, je ne peux pas répondre à la question, mais en tout cas, pour l'instant, en ayant parlé avec la chef de projet de mon compte particulier, le but serait en effet de pouvoir se connecter avec aussi le compte élu. Donc, je ne peux pas là en dire plus parce que je n'ai pas les informations, mais je peux en parler à la chef de projet et répondre à cette question plus tard quand j'aurai des billes. Et quelle était la suite? Pardon, j'ai oublié Sur de le faire. contact, est-ce que c'est le seul contact de l'Adréal ou par exemple il y aura de l'information qui pourrait être transmise ou des contacts vers l'annuaire des gestionnaires d'espaces naturels, puisque certains d'entre eux suivent actuellement le webinaire, donc j'imagine que c'est une question de leur part. Oui, en effet, la question s'est posée de quel contact proposer. En tout cas, quel contact on allait faire apparaître sur Bioccitanie. Pour l'instant, vous avez pu le constater, hein, c'est pas très précis parce qu'on a juste noté de contacter l'Adréal. Nous, à terme, ce qu'on aimerait bien, ce serait pas juste noter ça, mais vraiment avoir des adresses mail et des numéros de téléphone à contacter. Après, c'est toujours la problématique du turnover, etc., qui fait que il va y avoir une maintenance par rapport à ça. Mais en tout cas, le but, c'est bien d'être un peu plus précis et d'accompagner de façon plus d'accompagner un peu mieux en fait les personnes qui souhaitent avoir plus d'informations et qui souhaitent vraiment entrer dans le vif du sujet en proposant directement des adresses mail ou des numéros de téléphone à contacter. Bon, en tout cas, vraiment déjà des noms et des contacts. Si je comprends bien, dans un futur développement, potentiellement des liens avec des annuaires existants, C'est pour ça. répondre précisément à cette question. Ok. Ouais. Par rapport, alors là, c'est quand vous avez présenté donc l'outil, il y a eu beaucoup de questions par rapport finalement à ce qui se cache derrière ce que vous affichez, notamment quels sont les types de protections qui sont recensés dans l'intitulé espace protégé, et du coup, quelle différence vous faites entre espace protégé et espace à intérêt écologique? Seb, je te laisse répondre peut-être. Alors, espace protégé, c'est tout ce qui était site Natura 2000, RNR, etc. Et les seconds, c'était tout ce qui était SNIEF. Donc, espace intérieur écologique, les SNIEF, et protéger ceux que tu viens de citer. Exactement. D'accord. Par rapport aux enjeux de TVB, il y avait la question qui était de savoir est-ce que les enjeux que vous mettez sur la carte sont liés au SRCE ou à une remontée d'informations qui serait présente dans les documents d'urbanisme, TISCOT, PLUI, PLU. Alors, c'est quelque chose qui revient régulièrement aussi comme question. Pour l'instant, on a pris le choix de prendre les TVB issus du SRCE et pas des SCOT, parce que du coup, il y a une grande différence entre les SCOT. En fonction du territoire, on peut avoir une TVB qui a été retravaillée plus finement ou pas. Donc, ça nous paraissait plus simple de travailler à l'échelle du SRCE.
Mais sachant que, comme le dit Manon, on est sur un outil qui va évoluer et on réfléchit déjà, oui, à se dire, bon, clairement, est-ce qu'on peut intégrer de données plus précisément ou pas? D'accord. Par rapport une question sur les zones tampons, pour savoir si la zone tampon était toujours de 2 km, ou j'imagine, est-ce qu'elle peut être plus variable? Oui, actuellement, la zone tampon, c'est une zone tampon de 2 km et ça ne change pas en fonction de la taille de l'emprise dessinée. En tout cas, on ne laisse pas le choix, c'est 2 km. C'est un choix qui a été fait arbitrairement après des ateliers avec des écologues. Mais en effet, il y a eu pas mal de questions par rapport à ça. C'est peut-être une fonctionnalité qui évoluera assez rapidement parce que ça a l'air d'être, il y a l'air d'y avoir vraiment des enjeux par rapport à ce choix. Mais en tout cas, pour l'instant, on est bien sur une zone tampon de 2 km et uniquement de 2 km, ouais. Ok, merci. Alors, il y a pas mal de choses. Alors, vous y avez répondu peut-être tout à l'heure, mais sur les données qui sont notamment issues des zonages. Alors, la première question, c'est de savoir quelle est l'articulation avec Picto Occitanie. Et de fait, la question de fond, c'est d'où viennent ces données finalement de zonage, ou vers quel site vous les prenez pour les afficher sur Bioccitanie? Donc le lien avec Picto et comment vous allez chercher la donnée finalement source. La donnée, elle est issue de la DREAL. Et en ce qui concerne l'articulation avec Picto, nous, le but, parce que, en fait, nous, le but, c'est vraiment pas on peut pas, par exemple, on peut pas télécharger la donnée, etc. Le but, c'était vraiment de mettre l'accent sur la donnée sur des emprises et des territoires précis et choisis et la possibilité derrière de pouvoir comparer ces différents scénarios. On n'est pas que sur de l'affichage de la donnée, d'ailleurs on n'affiche pratiquement rien, mis à part, comme vous avez pu le voir, le petit i dans la carte qui permet d'afficher rapidement la donnée espace. Mais au final, on n'est pas là voilà, pour présenter ou pour permettre de télécharger la donnée, mais bien d'avoir une idée de la biodiversité sur un territoire qui est vraiment un territoire précis, pas à la commune, pas voilà, mais sur un territoire précis dans le cadre de projets. Ok, donc j'imagine que par rapport à Picto Occitanie, donc ça veut dire que si c'est les données de l'Adréal, vous avez la même information, j'imagine, entre les deux sites avec une mise à jour qui est conjointe. Il y avait des questions aussi sur tout ce qui était zone humide et espace, zonage de ressources en eau, type PPR, PPRI, PPI, aire d'alimentation de captage. Est-ce que ce sont des zonages qui remontent dans Bioccitanie ou pas du tout? Alors, zone humide, il me semble que oui. Le reste de ce qui a été cité, non. D'accord, on est uniquement sur la définition zone humide et pas les captages ou PPR. Oui. D'accord. C'est ça. Ok. Bon. Après, ces informations, on les retrouve sur Pictoccitanie, j'imagine, et du coup, faire le lien si besoin. Ok. Alors, oui, il y avait une question, c'était sur la durée enfin, quand vous affichez la donnée espèce, il y a une durée qui a été, enfin, une date, on va dire, de réalisation des inventaires qui est affichée. Et la question, enfin, plusieurs personnes ont demandé pourquoi ne mettre que les 3 dernières années en affichage sur l'outil. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas. Alors, globalement, c'est parce que si je ne fais pas réglementairement parlant, quand il y a des inventaires, les 3 dernières années sont pris en compte et ensuite on demande un peu de les remettre à jour. Donc on est parti un peu de ce point-là pour identifier les 3 ans qui nous paraissaient correspondre aussi à des choses qui sont demandées régulièrement au niveau des territoires. D'accord. Alors pour compléter, juste là-dessus, a priori, certaines personnes indiquaient le fait que d'avoir quand même une information sur des données plus, enfin, on va dire plus vieilles, pouvait quand même être intéressant en complément. Voilà, Est-ce que la question, parce que j'ai peut-être pas, est-ce que la question concerne les tableaux dans lesquels on retrouve les noms des espèces? Parce qu'au final, dans la partie sur les inventaires, la carte sur les inventaires,
on a l'ensemble des inventaires qui ont été réalisés et on a fait un focus sur les 3 dernières années, mais on a quand même la donnée sur le nombre de jours d'inventaires qui ont été réalisés sur l'emprise au total, sans prendre en compte des dates. Par contre, en effet, sur la partie des les tableaux où on présente les espèces, les statuts de conservation, là par contre, on a fait le choix de garder que les dernières années sans prendre l'ensemble des années d'inventaire en compte. Mais en tout cas, on retrouve quand même l'information de est-ce que c'est un lieu qui a été très inventorié ou pas, et ce sans parler de date ou quoi que ce soit. Ok. Donc effectivement, je pense que la question était plus relative au tableau, mais du coup, par rapport à la réponse, je pense qu'elle est assez exhaustive. Et moi, j'ai une dernière question, après je laisserai le relais à Julie, puisque j'ai pas pu tout suivre. Il y avait une question sur les espèces exotiques envahissantes, puisqu'une personne disait qu'elle ne pensait pas que ces données étaient présentes dans le SINP, et du coup, comment elles arrivent finalement dans Bioccitanie. Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais autrement, on peut l'apporter plus tard, si vous ne l'avez pas. Du coup, si elles sont présentes dans le CNP, hein. Parce que si on arrive à les récupérer, c'est qu'elles doivent être. Donc, elles doivent être recensées dans le SINP. Elles viennent des listes rouges en fait qu'on a ajoutées à notre base de données, en plus des données SINP. Ok, merci. Je laisse Julie pour le reste des questions. Alors, je prends le relais. Il y a des questions sur les fonds de cartes, savoir si on peut les changer, si on peut afficher les photos satellites à la place. Ouais, j'ai vu la question d'Émilie. En effet, on peut. Je n'ai pas montré cette fonctionnalité parce que je suis allée trop vite sur cette partie. Je vais rapidement partager mon écran pour vous montrer. Donc en fait, ici, en effet, donc on peut modifier les fonds de carte. Je vais zoomer parce que sinon on ne verra rien. Hop. Est-ce que c'est bon? Vous voyez bien Bioccitanie là sur mon écran? Oui, c'est bon. Ouais, ok. Donc en effet, OpenStreetMap est le fond de carte qui se met par défaut, mais on peut aussi mettre une photo aérienne. On a la possibilité de mettre une photo aérienne ou de mettre un fond de carte IGN. Et en plus de ça, actuellement, on a la possibilité d'afficher en calque les parcelles cadastrales. Voilà, ça se présente de cette façon. Et dans la prochaine version, on aura un deuxième calque en plus du cadastre qui sera une occupation du sol. Et donc en fait qu'on pourra faire de même, qu'on pourra afficher donc en calque au-dessus de notre fond de carte, si c'est une information qui est potentiellement intéressante dans le cas d'un projet ou d'une prise d'information sur un territoire. Voilà pour cette question. Merci. Il y a une question par rapport aussi au dernier décret, à savoir est-ce que les zonages espaces protégés tiennent compte donc du futur décret qui définit précisément les aires protégées et les aires protégées sous protection forte, avec le commentaire que l'idée étant d'avoir le même vocabulaire en termes d'espaces protégés suite à ce nouveau décret. Excellent. Après, ce sont des questions auxquelles on peut peut-être apporter les réponses ultérieurement. Effectivement, oui. ultérieurement. On va regarder ça, mais en effet, l'objectif, c'est quand même d'avoir. C'est très frais, effectivement, parce que le nouveau milieu. décret est en cours de consultation. L'idée, c'est qu'en effet, d'avoir le même vocabulaire, donc on fera attention à ça en tout cas. Ensuite, des questions sur les problématiques qui peuvent être relatives aux échelles et à savoir si vous avez été suivi et si cette démarche a été validée scientifiquement. Alors, on a mobilisé pas mal d'acteurs du CCRPL notamment, du SINP aussi, etc. Donc du coup, on a quand même des retours de des personnes qui sont pied de terrain et scientifiques pour ce travail-là. Donc normalement, ça devrait être très, très bon. Mais après, on est toujours preneur. Enfin, comme vous dites maintenant, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Donc s'il y a des scientifiques, enfin, des acteurs du CCRPL qui souhaitent de nouveau qu'on leur présente l'outil, il n'y a aucun souci. Et nous, on est preneur de façon de tous les retours. Plus on aura de retour, plus l'outil sera efficace et surtout, il répondra aux attentes du coup des acteurs. C'est effectivement une personne du CSRPN qui a posé la question.
Une autre question concernant aussi l'identification des espèces. Concernant les espèces, les protégées ne semblent pas identifiées par rapport aux espèces inscrites en liste rouge. Il n'y a pas de différenciation, alors que leur implication pour les projets sont différentes par rapport à la réglementation. Est-ce qu'il y a possibilité de les distinguer dans l'outil? Quelles espèces et quelles espèces, pardon, j'ai pas. Les espèces protégées des espèces inscrites en liste rouge. Alors, on peut apporter une réponse peut-être plus tard à cette question aussi. Je l'ai peut-être mal retranscrite. La personne pourra nous donner peut-être un peu plus de précision sur sa question. Ouais, on va regarder ça, parce qu'on a eu pas mal de questionnements par rapport à ça. Ça a pas mal évolué au fur et à mesure de l'outil. Donc, on va regarder ça tranquillement de notre côté, on répondra. Une personne qui pose la question de comment participer à la mise à jour des données, puisqu'il y a certaines espèces dont le recensement est déjà assez ancien, il constate. Est-ce que les campagnes participatives d'observation peuvent participer donc à la mise à jour des données? En fait, comme on l'expliquait, donc nous, en fait, l'ensemble de la donnée espèce, notamment, donc provient du SINP. Et en fait, il me semble que lorsqu'on réalise un inventaire, normalement, on est dans l'obligation de faire remonter cette donnée au SINP, et ce qui permet donc d'avoir une base de données ultra complète et la plus exhaustive possible. Et donc nous, en fait, derrière, cette donnée qui remonte au SINP, eh bien, elle alimente l'outil Bioxytanie. Donc plus on réalise des inventaires et plus on a de l'information précise sur la biodiversité et notamment sur faune-flore sur le territoire. Une question sur la résolution spatiale, en fait. Est-ce que la résolution spatiale des données d'inventaire des espèces du SINP est suffisamment précise par rapport aux emprises des projets? Ouais, alors je répondrai 2 choses à ça. La première, c'est que j'en ai pas parlé, je suis désolée, je suis passée là-dessus, mais donc on a donc on est en partenariat avec le SINP pour ce partage de la donnée. Et en fait, on a la donnée qui n'est pas sensible au point. Donc là, on a de la donnée au point. Et pour les données sensibles, la donnée nous est fournie en fonction de la sensibilité de l'espèce. Donc en fait, comme le floutage classique du SINP, qu'on retrouve donc à la commune, à la MAI 1010, au département. Et donc on présente cette donnée avec ce floutage. Et c'est précisé sur Bioxytanie, c'est-à-dire que vous retrouvez des astérisques en fonction de la précision de la donnée. Et donc, ça permet d'avoir déjà une idée de si j'ai un nid d'aigle de Bonelli sur mes 10 mètres carrés que j'ai dessiné, ou si c'est plutôt de la donnée que je vais retrouver sur l'ensemble du département. Spoiler alerte, c'est sur l'ensemble du département que la donnée est indiquée. Mais en tout cas, voilà, ça permet de savoir si oui ou non on est sur une donnée qui est vraiment précise ou si c'est moins le cas parce que la donnée est sensible et donc protégée. Et une fois de plus, Bioxytanie n'empêche pas de faire des inventaires, mais le contraire. C'était ça la deuxième chose que je voulais dire. En effet, j'ai oublié de... D'accord. Merci Sébastien. Encore une petite question sur l'intégration des données. Est-ce que les données issues des ABC, des atlas de biodiversité communale, sont intégrées ou peuvent-elles être intégrées? Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Sébastien, je ne sais pas si tu as la réponse, et sinon, on répondra ultérieurement. Après, ça peut demander plus de précision, mais je pense que si c'est pas intégré dans le SINP, du coup, voilà, si c'est intégré après dans le SINP, oui. Pardon, Pierre? Oui, pour répondre à la question, les données ABC, qui sont tous les atlas de la biodiversité donc communale qui sont financés pour partie par l'OFB, normalement doivent être, les données doivent être transmises au SINP régional. Donc ces données-là sont présentes dans le SINP, effectivement. Et donc dans Bioxytanie. Pierre, je te laisse le relais du coup pour la suite des questions. Oui, alors après, il y avait des questions sur le côté utile sur le téléchargement de l'application, ce genre de choses, mais ça, je pense qu'on y viendra par la suite dans la présentation.
Il y avait une question sur la requête fait-elle remonter les enjeux d'espèces, statut de protection, liste rouge, degré de patrimonialité? On n'a pas répondu tout à l'heure, c'est l'heure, disons qu'on verrait plus tard. Si, mais je pense qu'après, alors certaines personnes peut-être avaient, pareil, il y avait une question sur les TVB, donc savoir si elles étaient, de quel document elles étaient issues, donc il me semble que c'était du SRCE. Oui, Euh, voilà. Voilà, si ma mémoire est bonne. Juste, Pierre, je ne sais pas si ça va apporter un complément à ça, mais par rapport à cette histoire de statut de conservation et de liste rouge, nous, on affiche le statut de conservation, comme j'expliquais avant sur Bioxitanie, mais après, l'ensemble des données espèces sont cliquables sur le tableau et permettent de renvoyer au site de l'INPN. Et il me semble que ces informations, il me semble, hein, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que ces informations sont sur le site de l'INPN. Donc en soi, même si nous, on n'affiche peut-être pas directement l'ensemble de ces données-là sur Bioxitanie, si on a deux espèces sur une emprise, eh bien, il est très facile de cliquer directement sur le nom de l'espèce pour arriver sur sa page INPN et donc avoir beaucoup plus d'informations concernant notamment les statuts de conservation, etc. Alors, on a une question, je ne sais pas si vous aurez forcément la réponse, mais est-ce que les données issues d'inventaire qui seraient finalement hors SINP, donc hors cadre peut-être réglementaire, est-ce qu'elles peuvent être intégrées dans Bioxitanie ou finalement c'est un fonctionnement unique aujourd'hui avec les données du SINP? Alors pour l'instant, c'est un fonctionnement unique avec les données SINP. Déjà parce que le SINP centralise quand même la grande majorité des données espèces sur l'ensemble du territoire et que donc c'est vraiment plus simple et afin d'éviter les doublons, etc. C'est pour nous pour l'instant la meilleure façon de faire. Après, à voir dans le temps si ça vaut vraiment la peine de démarrer un travail sur nous, une centralisation d'une donnée qui autre que celle du SINP. Mais en tout cas, pour l'instant, cette façon de faire nous convient plutôt bien. Oui, globalement, ça nous assure aussi d'avoir des données qui sont collectées avec un protocole, etc. Il y a un petit complément par rapport à ça de Néo donc dans le chat qui dit que des données naturalistes peuvent être remontées du coup au SINP, même si elles ne proviennent pas de procédures réglementaires, par l'intermédiaire d'autres bases de données en ligne, comme Géonat Occitanie ou Faune France. Et pareil, on va remercier aussi Camille Gillot du Sénoccitanie qui confirme effectivement que les espèces exotiques envahissantes sont remontées dans le cadre du SINP, donc toutes les données sont disponibles. Elle avait par ailleurs une petite question, c'est de savoir au moment de la création du scénario, est-ce que les espèces exotiques envahissantes, l'information ressort au moment voilà, de la comparaison de ces scénarios? Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Est-ce que c'est le fait qu'on la présente dans les tableaux, dans les différents tableaux? Est-ce que lors de la création du scénario, effectivement, le sujet espèce exotique envahissante ressort? Donc j'imagine que oui, dans les tableaux, hein, c'est ce qu'on a vu. Ouais, Ouais, oui, la question était peut-être sur quand on imprime peut-être le document en PDF, est-ce que cette information, par exemple, ressort? c'est la même façon que sur la page de résultats, hein. On va évidemment D'accord. différencier les espèces protégées, des espèces en jeu, des espèces exotiques envahissantes et des espèces qui ne sont ni l'une ni l'autre. Donc on garde toujours cette information pour différencier tout ce beau monde sur les pages de résultats. Ok, parfait. Merci. De toute façon, si vous avez d'autres questions, hein, on ne l'a pas forcément précisé, mais si jamais on n'a pas répondu à certaines, on y répondra par la suite via un téléchargement sur notre site internet. Mais il n'y a plus de questions là sur le chat, donc Je on peut crois qu'on reprendre a le fait le point effectivement sur toutes les questions, donc on est parfaitement dans le timing. Pour laisser la parole, comme vous l'avez dit et comme vous l'avez compris tout à l'heure, il y a eu un panel d'utilisateurs test effectivement par rapport à l'outil Bio-Occitanie. Et aujourd'hui, donc, il y a Corinne Rouybord, donc, qui est conseillère municipale co-déléguée à l'environnement sur la commune de Saint-Géniès-de-Malgoire, qui a accepté donc, de venir témoigner et de nous faire un retour utilisateur donc, sur cet outil. Et si tout se passe bien, Corinne est parmi nous, puisqu'on est arrivé à résoudre le petit
souci technique de début. Il doit pouvoir donc mettre sa caméra et son micro pour nous faire son retour. Corinne, vous êtes avec nous? Oui. Vous m'entendez? On vous entend très bien. On ne vous voit pas, mais on vous... Ah ben voilà, maintenant on vous voit et on vous entend. C'est parfait. Merci, c'est à vous. Écoutez, je vais prendre la parole, mais je ne vais pas monopoliser non plus. Merci d'abord pour le retour Manon sur l'outil. Et je voulais simplement vous dire que bon, voilà, c'était un outil, je pense, essentiel à mettre en place au niveau de notre région. Au vu justement de ce que vous disiez tout à l'heure sur la diversité des espèces, que ce soit faunistiques ou floristiques. Et je pense que à titre, enfin, en tant qu'élu, je pense que c'est un outil qui va être vraiment, on va pouvoir l'utiliser assez facilement. Moi, je considère cet outil comme un outil qui est quand même assez facile d'accès, intuitif. Il y a eu pas mal d'améliorations depuis le début, parce que moi j'ai été, si je me rappelle bien, peut-être que Manon me contredira, mais j'ai été rappelée 2 ou 3 fois pour l'évolution déjà du projet. Et je trouve que à l'état actuel, bon déjà ça c'est déjà bien quoi. Enfin voilà, je pense, enfin, en tant qu'élu, je pense que c'est quelque chose qui peut être utile pour des projets sur la commune, en périurbain, en urbain, même peut-être un peu plus loin. Nous, on se pose déjà la question, je pense, sur 2 projets là, on a notamment un projet de maison partagée et un projet de hangar pour nos agents municipaux. Donc non, ça sera quelque chose de très utile. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, je pense que voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant aussi de participer. Donc on a fait partie, enfin j'ai fait partie de ce panel-là pour l'élaboration de l'outil. C'est une démarche que je trouve excellente. Et si pour l'évolution, une version 2 ultérieurement, si ça peut s'ouvrir à d'autres acteurs locaux, ça sera super, notamment les agriculteurs. Oui, dites-moi. Non, j'allais dire, je vous entendais plus. Je savais plus si c'était du coup, si vous aviez arrêté de parler ou s'il y avait un souci de connexion. Oui, non, si j'avais accepté la réunion et je n'ai pas répondu. Est-ce que vous avez des questions à poser sur l'utilisation à Madame Ribord? Bah alors, une question majeure, hein, à quand l'ouverture de l'outil aux particuliers et aux associations? Alors, Julie, juste, est-ce que tu peux couper ton micro quand tu parles pas parce qu'on entend Béné derrière? C'est pas grave, merci. En fait, l'outil est accessible aux particuliers et aux assos, puisque pour se connecter, il suffit d'avoir un compte, mon compte particulier, que n'importe qui peut se créer. D'ailleurs, pour les personnes, pour les particuliers notamment, qui utiliseraient déjà la région citoyenne pour réaliser des votes, etc. Eh bien, si vous avez déjà un compte, enfin, si vous avez déjà un compte pour utiliser la région citoyenne, eh bien, vous avez déjà un compte pour utiliser Bioccitanie puisque c'est le même. Et en fait, à partir du moment où vous avez ce compte-là, bah, vous pouvez vous connecter sur Bioccitanie. Donc oui, nous, on l'a plus acté. On l'a beaucoup plus axé sur les porteurs de projets parce qu'il fallait faire un choix au niveau du public cible, mais libre à chacun d'utiliser Bioccitanie pour ses propres connaissances de son territoire. Pas de problème, bien sûr. On l'a bien dit au départ, qu'un des objectifs de Bioccitanie, c'est aussi de faciliter le partage d'informations et de connaissances. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'il est ouvert à tous. Et que chacun, du coup, comme disait maintenant, peut l'utiliser et libre à lui après de voir ce qu'il y a comme espèce et comme intérêt en termes de biodiversité.
Il y a la question, mais bien sûr, on vous rappellera en fin de webinaire l'adresse URL pour accéder à Bioccitanie. On la donne tout à la fin pour être sûr que vous restez jusqu'à la fin du webinaire. On n'a pas d'autres questions sur le chat. Donc, Alors, il y avait une petite question de Camille qu'apparemment on a peut-être mal interprétée tout à l'heure en fait par rapport à la catégorie des espèces exotiques envahissantes. Donc, elle précise qu'il existe différentes catégories, donc alerte majeure, émergente. Et elle se demandait si c'était mentionné dans l'outil Bioccitanie, puisque c'est une information assez importante pour les porteurs de projets. Alors actuellement, c'est pas le cas. On ne fait pas la différence entre les différentes espèces exotiques envahissantes. Mais je vois que Sébastien est en train de noter, donc c'est une information que nous gardons sous le coude. Pareil, toujours pour des futures versions, si on voit que c'est une demande et que c'est utile, on fera en sorte de le mettre en place. Ouais. Alors, lorsque des études environnementales avant-projet sont réalisées par des collectivités territoriales ou des promoteurs, peuvent-elles ou doivent-elles être intégrées à Bioccitanie? Alors, doivent-elles non, peuvent-elles oui. Du coup, ça peut donner une première idée, en tout cas de ce qu'il peut y avoir potentiellement comme biodiversité sur le secteur, et ça peut du coup permettre peut-être j'allais dire, de faciliter ensuite les inventaires terrain qui seront effectués. Parce que du coup, grâce à Bioccitanie, vous allez identifier, vous avez telle espèce. Donc quand vous allez avoir le bureau d'études qui va venir pouvoir, comment dire, on va faire un pré-diagnostic sur le site, et ben, c'est de dire, bah, vous avez vu, par contre, en Bioccitanie, je me suis aperçu que j'avais cette espèce-là qui était présente, fera attention, et je me suis aperçu, du coup, grâce à l'INPN, que du coup, elle est présente plutôt sur tel ou tel mois, sur notre secteur-là, et du coup, pareil, l'idée aussi de Bioccitanie, hein, c'est de permettre à chacun d'être, même non expert, d'être peut-être plus force de proposition, d'avoir des meilleures connaissances, et de pouvoir, du coup, engager des dialogues, tout simplement, avec les bureaux d'études et autres qui font les études. par rapport à cette question, c'est peut-être derrière aussi savoir si quelqu'un fait un pré-diagnostic, est-ce qu'on peut le voir sur Bioccitanie ou pas? Ou finalement, est-ce que c'est de l'information qui reste individuelle et qui est attachée à chaque compte utilisateur et chacun dessine ses projets? J'imagine que la question était aussi peut-être un peu dans ce sens-là. C'est une information individuelle qui reste au sein du compte de la personne qui réalise ces scénarios. Par contre, dès lors qu'il y a des inventaires terrain qui sont réalisés, que ces inventaires sont diffusés. Pardon, vous m'entendez pas? Si. Dès lors qu'il y a des inventaires terrain qui sont réalisés, que les données sont transmises au SIMP, ben, du coup, ensuite, elle réintégreront Bioccitanie. Ok, ben, on a fait le... Ah non. Non, il y a quelques nouvelles questions. Du coup, il y a la même question sur les états initiaux des études d'impact, mais je suppose que la réponse est la même ou je me trompe. C'est la même chose. Ensuite, des questions sur est-ce qu'il est prévu de contacter les premiers utilisateurs de Bioccitanie pour savoir si cela leur a permis d'avoir une autre approche de leur territoire en termes d'aménagement? Est-ce que du coup, il a été réfléchi de faire un retour sur utilisation dans les premiers temps? Alors, il y a deux pistes, je dirais. La première, c'est que actuellement, en tout cas, là, on a une idée justement de comment un peu avoir de l'information sur est-ce que l'outil est bien utilisé, si les gens, enfin, si ça a pu les aider dans leur au niveau soit des connaissances, soit de l'utilisation en termes de décision, etc. Le but, ce serait de prendre contact avec eux par mail pour savoir si oui ou non, enfin voilà, pour avoir un peu leur ressenti. Et ben, j'ai oublié la deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça. Ouais, c'est bon, je me souviens. En fait, là en le lisant, je me dis que l'idée pourrait être bien aussi de faire peut-être dans quelques mois,
des sortes de petites interviews de ces personnes qu'on pourrait diffuser par la suite sur nos réseaux respectifs pour pouvoir continuer à diffuser l'outil et puis aussi justement d'avoir le ressenti des personnes qui l'utilisent en cas, en conditions réelles, j'ai envie de dire. Parce que comme l'outil vient seulement de sortir, pour l'instant, on n'a pas forcément, voilà, on peut pas avoir de retour utilisateur, mais d'ici quelques temps, ça pourrait être en effet intéressant d'avoir des retours de ces personnes qu'on pourrait diffuser pour pouvoir partager un petit peu leur ressenti aux personnes intéressées. Merci. Par rapport à l'utilisation aussi, une petite question, une mise au point. Il faut nécessairement se créer un compte particulier si l'on ne fait pas partie de la région pour pouvoir s'y connecter. Et la personne nous remercie en disant que l'outil est très intéressant aussi. Merci. En fait, même en faisant partie de la région, on est dans l'obligation de se créer un compte pour utiliser Bioccitanie. Déjà, la bonne raison, j'allais dire. La raison principale pour laquelle on a souhaité une connexion, c'est pour pouvoir garder ces anciens scénarios et ces anciens projets et pour pouvoir les garder quelque part. Parce que sans un compte particulier, on ne peut pas, sans connexion, on ne pouvait pas garder ces informations. Et en fait, mon compte particulier, c'est ouvert à tous. Par contre, en effet, c'est obligatoire de se créer un compte qu'on peut réaliser par Facebook, Google, France Connect ou directement sur mon compte particulier. Mais en tout cas, la connexion à un compte est obligatoire, oui. Sachant que si vous ne vous connectez pas, vous avez accès à Bioccitanie, vous avez juste la cartographie qui s'affiche et ensuite il n'y a pas possibilité de vous déplacer. Une question utilisation encore aussi. Une personne explique que quand elle télécharge son scénario, seules les données de l'emprise sont détaillées. Est-ce qu'il y a une option pour afficher les informations sur la zone étendue? Non, pas pour l'instant. Là, pour la V1, c'est un choix qu'on a fait parce que sur certaines emprises, il y avait tellement de données sur l'emprise étendue que ça n'était plus possible de télécharger les résultats. Donc pour l'instant, on a décidé en effet de ne garder que la partie, de ne détailler que la partie sur l'emprise. Après, si c'est quelque chose qui revient souvent, on pourra proposer une option qui ressemblera à ça, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour l'instant, oui, on a fait le choix de ne garder que le détail de l'emprise et pas de l'emprise étendue. Est-ce que les services des routes des départements ont été associés à la construction de cet outil? Excellente question. Pareil, je dirais que je n'ai pas l'impression, mais il faudrait peut-être qu'on invite quelqu'un, donc on regardera sur la liste pour voir à peu près qui On était pourra présent. répondre ultérieurement à cette question. Et une question aussi, avez-vous une idée du pourcentage de la région avec des données fiables et un pourcentage à contrario avec pas de données du tout, des zones blanches? À la louche, hein, Pierre, est-ce que tu peux répondre à cette Ouais, question? sur cette question, effectivement, la question des zones blanches, hein, c'est le sujet. Ce qui remonte aujourd'hui du SINP, ce sont des données au point. Il y a aussi des données sur les habitats, mais c'est pas encore totalement remonté. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas les périmètres d'inventaire. Et donc, de fait, on ne peut pas identifier les zones blanches avec précision. Donc, ce qu'on considère, c'est quand dans Bioccitanie, il n'y a pas d'information, soit parce que ça n'a pas été inventorié, ou inventorié, mais sans données. Donc, malheureusement, on ne peut pas avoir cette information du fait d'absence de remontée des zonages d'inventaire. Une petite question intéressante sur les relais. Alors, j'aurais tendance à dire oui, moi, mais je ne veux pas m'avancer. Est-ce que les associations peuvent être des relais de terrain vers les collectivités pour une aide à la connaissance de cet outil et de son utilisation? Pour le porter à connaissance de l'existence de cet outil? Oui, je ne vois pas d'objection à cela. Oui, totalement, au contraire. Et est-ce que les données de biodiversité ordinaire, issues notamment de la trame verte urbaine, est-ce qu'elles sont accessibles dans Bio-Occitanie? Si elles sont remontées au SINP, je suppose que oui, et sinon, non.
Ouais, c'est exactement ça. Après, sur tout ce qui est question quand même de données, parce qu'il y a beaucoup d'éléments là-dessus. N'hésitez pas à regarder le webinaire qui avait été organisé précédemment, puisque si vous souhaitez transmettre des données, notamment en tant que collectivité, n'hésitez pas à adhérer au SCNP, c'est une charte, et vous aurez toutes les informations dans le précédent webinaire qui est présent sur le site de l'ARB. Il y a d'ailleurs un petit commentaire là-dessus, disant qu'il semble nécessaire de bien expliquer aux collectivités territoriales leur obligation réglementaire de reverser leurs données naturalistes au SCNP. Merci pour le rappel. Je fais un petit point, mais il semble qu'il n'y ait plus de questions. Il n'y a plus de questions, donc je pense qu'on peut On dérouler. balance le lien. Parce qu'effectivement, la présentation est terminée, donc on va vous donner le lien très simple pour accéder à l'outil. Donc bioccitanie.laregion.fr. Et donc juste pour répondre à une question que j'ai vue passer rapidement, donc c'est pas une application, c'est un site internet. Donc je vois que Pierre vous rappelle dans le chat du coup pour trouver l'accès au replay du webinaire du SCNP du coup, qui était le premier webinaire de l'ARB, que vous pouvez retrouver sur notre site internet sur la page actualité. Vous pourrez d'ailleurs y retrouver le webinaire d'aujourd'hui d'ici quelques jours sur la même page actualité. Nous avons un petit peu d'avance, mais s'il n'y a plus de questions, nous allons pouvoir conclure. Donc moi, je vais remercier tous les intervenants et les participants. Vous avez été nombreux, du coup, on était plus de 130 à participer à ce webinaire. On voit l'importance de ce genre d'outils. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de remerciements dans les questions et de félicitations par rapport à la création de cet outil. En plus du fait que vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire, donc du coup sur la page actualité de l'ARB, nous vous enverrons prochainement la présentation ainsi que la réponse aux quelques questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre dans l'immédiat. Et une petite enquête de satisfaction pour nous aider à nous améliorer sur l'organisation de ces webinaires. Le prochain webinaire de l'ARB aura lieu le 23 mai, donc toujours un lundi de 14h à 15h30. Et cette fois-ci, ce sera l'occasion de vous parler de l'Observatoire régional de la biodiversité, donc l'ORB, géré par l'Agence régionale de la biodiversité. Je vous remercie à tous. Pierre, je me retourne vers toi pour être sûr de n'avoir rien oublié. Écoutez, ce sont que des remerciements, donc je pense que les gens étaient plutôt satisfaits du webinaire et il n'y a pas d'autres questions, donc je pense qu'on est bon, et puis au 23 mai prochain, du coup. Je vous souhaite à tous une excellente fin d'après-midi et à très bientôt. Merci et merci à toi Julie pour Merci l'organisation. beaucoup à tout le monde. Avec grand plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Julie, je pense que tu peux arrêter l'enregistrement du coup.